Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Alors aujourd'hui, on va parler bien entendu du CPI, donc de l'indice des prix à la consommation aux États-Unis. Beaucoup de monde qui surveille l'inflation, donc nécessairement cette information qui est sortie aujourd'hui à 14h30 est extrêmement importante et on va la débriefer ensemble. On est là sur le Bitcoin face au dollar où on a eu une raquette un petit peu dans les deux sens. C'est-à-dire que si vous voulez en daily, on est venu revisiter cette trend qui est une trend de 4 heures. On est venu revisiter cette trend, on l'a retouchée, on l'a très légèrement dépassée. Vous voyez, je vous parle bien entendu de cette trend-là, qui est une trend de distribution. Derrière, on est venu perdre, ou en tout cas enfoncer, cette trend d'accumulation. Quand est-ce qu'on estimera que réellement cette trend est perdue? Tout simplement quand on aura une bougie entière sous cette trend, le corps de la bougie en entier, en deçà de cette trend-là, et ce, dans bien entendu, une time frame de 4 heures. Pour l'instant, on avait éventuellement prévu, on avait parlé de ce scénario hier. Je vous avais dit qu'il y avait une potentialité qu'on vienne chercher des shorts ici et que ensuite on dévisse en dessous. Le problème étant que personnellement, j'ai pas pris ce trade tout simplement parce que c'était pas forcément mon scénario privilégié. C'est d'ailleurs ce que j'avais dit hier. J'avais dit si on fait ce mouvement-là, je ne prendrai pas ce short. Bien mal m'en a pris puisque ça aurait été effectivement un trade relativement rapide que de venir chercher ici sous la structure. Ici, vous voyez qu'on vient un petit peu réparer le déséquilibre de prix qui s'est fait dans cette zone-là. Et puis derrière, on enfonce effectivement. Jusqu'où on peut enfoncer? Si jamais ce point-là ne tient pas, donc les 27,2, le point auquel on est actuellement, si jamais là, tout le monde ne saute pas sur le bouton short, ce qui enclencherait éventuellement une direction haussière, c'est-à-dire de la liquidité au-dessus du dernier top, et vous allez voir qu'il commence à y en avoir, donc ça commence à être intéressant. Et bien à ce moment-là, on peut estimer que peut-être Bitcoin a envie d'aller voir sous toute cette structure. Vous comprenez que la prise de liquidité qui est en train de se faire actuellement, elle est en train entre guillemets d'enfoncer ce creux majeur là. Donc ce qu'on veut aller récupérer ici, c'est la liquidité qui est garée ici. On a également de la liquidité qui est garée ici, donc attention à ça. Bien évidemment, on pourrait aller faire un tour sur la structure, un petit peu sur le modèle finalement de ce qu'on avait fait là, où on avait ces deux creux majeurs et où on est allé faire un tour en dessous, histoire de liquider les longueurs résiduelles. Donc voilà pour ce qui est des grosses time frames. Derrière, on va aller voir la liquidité, puis ensuite on ira voir effectivement les plus petites time frames. Sur Ethereum qui est autour de 1800, Ethereum a fait à peu près le même type de mouvement. On va dire que sur la 4 heures, il a peut-être très légèrement enfoncé un petit peu plus. Vous le voyez, si on trace cette trend en 4 heures, on va d'une bougie ici d'accumulation à une bougie d'accumulation. Cette trend là, pour le coup, elle a été cassée, donc un peu moins précis que Bitcoin sur le mouvement. Et ce qu'on peut dire éventuellement, c'est que à ce stade, il est en train également de prendre la liquidité sous ce point-là, ce point-ci. Vous voyez que ça a assez vite accéléré dès qu'on est passé en dessous, tout simplement parce qu'on avait des points de liquidation et des stops qui étaient garés ici. Pour le moment, on n'a pas égalé, le creux majeur qui est ici autour de 1760. Si Ethereum venait à perdre $100, vous voyez qu'on pourrait éventuellement se raccrocher soit à la ligne de tendance, soit éventuellement à un point qui n'a pas été enfoncé jusque là. Alors sur Ethereum, on est peut-être un petit peu moins, encore une fois, précis, mais ce que je vous avais montré, voilà, c'est cette trend qu'on voit ici qui est en vert. Donc là, on a ce point-là et ce point-là qui ont touché. C'est une possibilité sur Ethereum que de venir chercher les $1600, sachant qu'on avait montré qu'il y avait quand même ici pas mal de liquidité sur Ethereum en dessous. Personnellement, je suis plutôt dans le scénario d'un éventuel rebond à ce stade. Je vais vous expliquer pourquoi. Et bien entendu, il n'est pas tout à fait sûr que j'ai raison. Parfois, la liquidité a raison. Parfois, c'est la structure qui a raison. Mais à ce stade, vous allez voir qu'on va faire finalement un petit peu le lien entre les deux. En ce qui concerne le CPI, alors pas vraiment de news majeure, on va dire. Enfin, en tout cas, ça fait pas les gros titres. C'était le cas tout à l'heure à 14h. Mais on est plutôt ici sur finalement les prix de l'immobilier et le fait que les prix de l'immobilier sont toujours en train d'augmenter.
Enfin, en tout cas, les coûts liés à l'hébergement. Ici, vous le voyez, le CPI qui tombe à 4,9% en avril et le Bitcoin qui dépasse les 28 000 $. Ça, c'était cet après-midi. Depuis, on a eu une correction. Et ici, les market makers que sont Jane Street et Jump qui fuient des USA. Jane Street qui était le premier employeur de Sam Bankman-Fried de FTX. On avait mis en avant des petites choses qui étaient un petit peu pas très catholiques entre justement ce qui s'était passé autour de FTX et de Jane Street. Vous voyez que ces market makers là qui normalement finalement agissent énormément sur la crypto semblent à ce stade fuir un petit peu la régulation américaine et donc du coup soit s'expatrier, soit tout simplement ne pas ou beaucoup moins agir comme ils devraient le faire, et les market makers ne sont pas nécessairement une mauvaise chose sur un marché. On serait bien plus mal si on avait un carnet d'ordre totalement vide. Ici également Elon Musk qui envoie des NFT visiblement, qui a tweeté sur un NFT, bon ça on passe. Ici on va passer également, ici Google qui va annoncer un nouveau projet autour de l'intelligence artificielle, et là vous voyez les chiffres de l'inflation. Les chiffres de l'inflation, vous le voyez, on avait un consensus qui était à 5%. On a eu 4,9, donc on est très légèrement en dessous. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. C'est ça qui a plutôt poussé Bitcoin au moment où la news est sortie un petit peu vers le haut. On a un month over month qui est à 0,4. Donc ça, c'est plutôt, on va dire, en faveur d'une latéralisation. Mais en tout cas, on est au consensus ici. On a un core inflation rate, c'est-à-dire toute l'inflation, si on enlève la bouffe et l'énergie, qui est à 5,5. Et un core inflation à 0,4. Qu'est-ce que ça nous donne au niveau de notre analyse, nous, de l'inflation que vous connaissez si vous suivez la chaîne depuis longtemps? Eh bien, d'une certaine manière, malheureusement, on s'écarte un petit peu de, on va dire, le scénario le plus positif. Je vous ai rajouté là la bougie, du coup, vous le voyez, le core CPI qui est à 5,5. Finalement, on est à moins 0,6 au niveau de tout ce qui est bouffe et énergie, c'est-à-dire la même chose que le mois précédent. Donc, on a stagné sur tout ce qui est, on va dire, inflation, ce que j'appelle l'inflation de l'offre, c'est-à-dire, encore une fois, la bouffe et l'énergie. Donc, du coup, ce sur quoi peut agir la Banque fédérale américaine, c'est le core CPI ici. Et vous voyez que sur le core CPI, on était à 6, là, effectivement on est descendu à 5,5, mais ça fait 5 mois sur lesquels et où on a perdu que, oui, on était à 6,6, donc on a perdu 1% en à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mois. 1% en 8 mois, c'est faible. Maintenant, on sent quand même que commence à se faire sentir eh bien, l'action de la Fed sur les prix à la consommation. Quand on avait ici cette trend où on disait, effectivement, si on continue à suivre un petit peu cette tendance-là, il est possible qu'on aille à 2% au mois d'août. Et vous voyez ici qu'on avait établi une fenêtre différente sur laquelle, en fait, on suit une trend beaucoup moins optimiste et sur laquelle on vient à 2% d'inflation en juin 2024. Personnellement, c'est pas un très bon CPI, mais on s'y attendait. C'est-à-dire que nous, on avait fait les analyses également, etc. Et on avait vu que effectivement, en avril, sur la première moitié d'avril, en tout cas, on avait beaucoup augmenté au niveau des prix à la consommation. Et puis ensuite, on avait pas mal, heureusement, et bien finalement diminué. Ça nous avait amené à peu près à une inflation qui est flat. Vous comprenez que le mois précédent, on était à 5%, désormais on est à 4,9%. Vous comprenez également qu'on avait une trend ici qui était extrêmement correctrice, grâce d'abord à tout ce qui était pétrole. Hein. En rouge, finalement, c'est le pétrole hein, et le blé, mais voilà. Et d'une certaine manière, là, on est en train de latéraliser sur cette option-là, et le core CPI, on n'arrive pas à le faire tanker beaucoup plus. Je pense qu'on aura un meilleur CPI en mai. Maintenant, pour le moment, on n'a que 10 jours qui sont passés en mai, mais si on regarde les chiffres qu'on va effacer, c'est-à-dire que vous comprenez que l'inflation, elle se passe à M-12 mois, donc on efface un chiffre précédent, et là, en l'occurrence, les chiffres qu'on efface sont plutôt des chiffres intéressants quand on regarde 12 mois en arrière. Donc je pense qu'on va avoir, à partir de là, potentiellement des bons CPI. Maintenant, c'est pas une très bonne nouvelle ici, bien entendu, que la Fed, les taux soient autour de 4,9, mais c'était quelque chose auquel on s'attendait, donc c'était potentiellement déjà dans les prix. Prochain meeting de la Fed, c'est le 14 juin 2023, donc dans un mois.
D'une certaine manière, ici, vous voyez qu'il y a 98% du marché qui pense que la Fed va rester à 5 et 5,25, c'est-à-dire les taux actuels. Et un petit pourcent seulement qui pense que la Fed va augmenter une nouvelle fois ses taux de 0,25%. Donc ça, c'est intéressant à regarder, quel est un peu le feeling du marché par rapport tout simplement à cette information, comme quoi on a un CPI qui certes fait un plateau, mais est en dessous du consensus. Et encore une fois, on est sur des chiffres sur lesquels on s'attendait finalement à ce que le CPI soit quelque part plus ou moins flat, on va dire, pour ce mois-ci. Donc voilà un petit peu les informations. Le fait qu'on soit au consensus est une bonne chose. Ici, vous comprenez que le marché est en train de pricer le fait que finalement la Fed pose, si ce n'est un pivot, elle va au moins poser pour les prochains meetings, donc qui, je le rappelle, se passera le 14 juin. Quand est-ce qu'est le prochain CPI? Probablement autour du 10 juin. Donc on aura encore une data avant le meeting de la Fed qui va pouvoir éventuellement nous donner plus d'informations sur tout ça. Voilà mon analyse en ce qui concerne tout simplement le CPI. On va désormais passer sur la liquidité, mais avant ça, la petite page de pub. Allez, on y va pour la page de pub. La chaîne est partenaire de deux exchanges qui sont Bybit et BitGet. Ces deux exchanges ont fait leurs preuves, ils sont suffisamment liquides à mon sens et ils ont également d'excellentes preuves de réserve. Comment on passe par le lien de la chaîne pour s'affilier sur un de ces exchanges? Tout simplement, on va sur la vidéo, on clique sur la description de la vidéo et là vous aurez trois liens importants. Le premier étant l'accès au Discord, le serveur qui nous permet de communiquer. Le deuxième étant les liens d'affiliation ici que vous voyez sur Bybit et BitGet. Lorsque vous cliquez sur un de ces liens, vous allez tomber sur une page qui ressemble à ça et là vous allez cliquer sur s'inscrire. À partir de là, vous aurez de toute façon accès au moins 15% sur vos frais de trading quoi qu'il arrive. Pas besoin de faire le reste, on va dire. À partir de là, vous serez de toute façon affilié. Mais vous pouvez éventuellement aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin en tout simplement, une fois que vous êtes connecté, votre page de connexion, elle ressemble un petit peu à ça. Et là, vous allez passer votre souris sur votre icône de profil et ça va vous afficher un numéro qui s'appelle le User ID, le UID. Vous copiez cet UID et vous venez sur le Discord, vous présentez ici. Nous, notre Discord, il faut se présenter à l'entrée, c'est-à-dire qu'il y a un filtre, on filtre les gens de manière à éviter les scams et les bots et pour donner des rôles aux gens, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt trader, débutant, affilié, etc. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez dans le salon demande affiliation et dans le salon demande affiliation, vous allez pouvoir poster votre UID. Et votre UID sera validé ou non comme étant une UID qui est tout simplement affiliée à CryptoSignal. Ensuite, vous aurez accès à un salon privé qui s'appelle Section Affiliée, dans laquelle je poste des graphiques et je poste des analyses, etc. exclusives sur ce salon. Il y a aussi une possibilité de participer à un tirage au sort. Pour participer à ce tirage au sort, il faudra également déposer 100 USDT, en plus de s'inscrire et de faire toutes ces démarches-là, déposer 100 USDT sur un de ces deux exchanges. À partir de là, l'exchange me le dira et ils me diront que vous avez, entre guillemets, le statut de super affilié. Le statut de super affilié, vous n'êtes pas obligé de trader ces 100 USDT d'ailleurs, ils peuvent très bien juste rester sur la plateforme quelques temps, le temps que vous soyez validé, et puis une fois que vous êtes validé, vous pouvez les enlever, vous en faites ce que vous voulez, mais ça vous permettra de participer à un tirage au sort tous les 20 affiliés de 200 USDT. Donc le premier tirage au sort, il sera sur 20 affiliés, le deuxième sera sur 40, une chance sur 40 de gagner 200 USDT, le troisième sera sur 60, une chance sur 60, etc. Donc voilà, écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par ces liens, et puis on revient à la vidéo. Merci de votre attention. Donc, qu'est-ce qui a été liquidé hier? 168 millions de dollars. Vous voyez qu'on a à peu près 110 millions sur Bitcoin plus Ethereum. Donc, la majeure partie, à peu près les 2/3 de l'open interest qui a été dégagé. Et vous voyez qu'on a liquidé principalement du long. Quand on regarde le carnet d'ordre, eh bien, on est en train de toucher des ordres d'achat ici, qui étaient dans la zone des 27 et quelques. Est-ce que, oui, on a un mur d'achat toujours qui est présent autour des 25 730, et vous voyez que là, le prix se remet un petit peu. On va aller voir ici si éventuellement on serait pas dans un mouvement qui va aller au-delà des 28 900 dollars. Quand je regarde les marchés en levier, qui en ce moment, a priori, sont plus plébiscités que le marché au spot, bien évidemment, eh bien, on voit que sur ce mouvement, alors, ici, on a une latéralisation, j'ai un funding qui augmente très légèrement avec latéralisation, donc j'avais un petit peu de long à prendre ici dans cette zone. Ici, j'ai pas énormément de short qui se rajoutent, j'en ai un tout petit peu, mais pas énormément. Ce mouvement-là, à ce stade-là, est très légèrement longué, et donc voilà, on peut dire qu'effectivement, ici, on a eu un gros short qui est ouvert, à peu près au top. Donc
on peut le mettre ici, puisque vous voyez qu'en fait, l'open interest, le funding, pardon, est en train de dropper avant que le prix tombe. Donc là, on avait peut-être des initiés qui savaient quelque chose au moment où ce drop est arrivé. Ensuite, à partir de là, on a liquidé tout ça. On n'est pas venu toucher cette borne qu'on avait mis en 2 pixels, donc ça veut dire que c'est une borne importante, mais vous voyez on s'en est quand même approché assez fortement. Vous voyez le nombre de contrats qui se ferment, hein, tout ça c'est le nombre de contrats ouverts, ici l'open interest, et on passe quasiment de 6,22 milliards en position leveragée à 5,50 milliards. Donc ça, c'est relativement important. On est très légèrement shorté au top. Pour l'instant, le marché est plutôt à l'équilibrium, à savoir qu'on n'est pas non plus dans ces moments-là où on avait effectivement énormément de shorters au-dessus. Donc ça, c'est à la fois inquiétant. On a beaucoup de shorts ici au niveau des 29 100 qui pourraient être éventuellement, si on passait haussier dorénavant, une jolie target. Ensuite, on va sur Ethereum. Donc même analyse du côté d'Ethereum, qu'est-ce qu'on a eu on est venu prendre ce point mais qui n'était pas forcément extrêmement important. Vous voyez qu'ici j'ai une latéralisation du funding mais avec un tout petit peu de short ici sur ce top là. Donc ça a rajouté à ce point là qui a été pris dorénavant. Et là j'ai une cuvette, ici on liquide du short donc c'est normal que le long augmente. Peut-être très légèrement shorté également sur le top puisque vous voyez que pendant ce up, finalement, le funding est en train de descendre, ce qui n'est pas extrêmement naturel, c'est une forme d'anomalie. Et en revanche, Ethereum vient prendre ces 2 points de liquidation. Et actuellement, il se trouve autour des 1785, il se trouve très légèrement au-dessus. Et ce point-là vient d'être pris également. Donc il est autour des 1820 $. Extrêmement précis également sur les endroits où on a tendance à déleverager sur Ethereum. Il s'agit des 3,72 milliards. Vous voyez qu'on a retouché cette borne à nouveau et on a redéleveragé à nouveau. Si on regarde pas ce point-là, finalement, c'est quand même un niveau historique sur lequel on déleverage assez facilement. Voilà pour l'analyse également sur Ethereum. On va désormais aller voir les poches de liquidité. Je vais vous resetter ça. En l'occurrence, ce qu'on peut voir sur les poches de liquidité, c'est qu'on a eu un très gros long qui s'est ouvert ici juste avant le mouvement baissier. On est venu le chercher, mais juste avant le mouvement baissier également, on a eu ce fameux short qui s'est ouvert assez fortement. Ici, vous voyez qu'on était à 4 milliards en position leveragée, on est désormais passé à 15. Qu'est-ce que ça veut dire ? D'abord, on a liquidé un paquet de longueurs, donc bien évidemment le delta, là du coup comme on liquide du longueur, le delta va en faveur des shorters, mais en plus on a ce très gros short qui s'ouvre en face. Donc personnellement, sur les toutes petites time frames, si je me base sur la liquidité, j'aurais tendance à dire que on a potentiellement de la hausse ici, à minima jusqu'à 27 690 et potentiellement peut-être un peu plus haut. Vous voyez toutes ces petites positions ici qui s'ouvrent, donc peut-être un 28,4. Ça c'est dans l'immédiat, on va dire que on peut peut-être s'attendre à une réaction sur les 27,2 pour aller prendre ces choses-là. Sur Ethereum, exactement la même analyse, on va dire, on va pas ici réinventer la roue, on était ici à 2 milliards, on est descendu à 7 milliards, pourquoi ? Parce qu'on a pris énormément de longues et en même temps parce que il y a du short qui s'est ouvert, donc c'est normal qu'on ait ce côté très sharp au niveau tout simplement du delta cumulé, on va dire des shorters en position qui s'accumulent, donc ça c'est plutôt haussier. À minima 1837 $ pour ce petit mouvement haussier actuel suite à ce gros drop tout simplement, et peut-être éventuellement 1894. On a cette position également au 1947 qui n'a pour l'instant pas été prise. Donc qu'est-ce que nous donne ici et qu'est-ce que nous fait le marché ? Pourquoi cette raquette dans les deux sens ? Tout simplement parce que trop d'optimisme, et puis vous le voyez ici dans les 12 heures on est allé liquider tous les longs d'un coup. Donc pour l'instant, il nous reste éventuellement à venir prendre quelque chose, encore une fois, au-dessus des 28 600. Si on regarde le 7 jours, donc tout ce qui est, on va dire, heatmap au niveau des 7 jours, finalement, on est en train de bouffer ici un petit peu cette zone-là. En regardant la 7 jours, on pourrait se dire qu'éventuellement, ce mouvement pourrait aller à 26, c'est-à-dire réellement prendre tout le monde, ensuite se retourner et repasser au niveau des 30 300 $. C'est une possibilité qui existe et que, personnellement, j'aurais tendance à caresser du regard, on va dire. Sur la 1 mois, on est quasi dans la zone également, 26 300, vous le voyez ici, on avait du jaune, mais désormais on est en train d'accumuler de plus en plus de shorters au-delà. Sur la 1 mois également, il faut comprendre que ce qu'on considère comme être beaucoup de liquidité désormais, à peu près entre 28,4 et 28,8, 29, en fait finalement ça ne correspond à rien. Sur la 1 mois, c'est tout petit, alors que là on est réellement jaune, et là on est réellement jaune. Donc là, étant proche du prix, si vraiment on se base sur la 1 mois, ce que moi j'ai moins tendance à faire que la 7 jours, j'ai tendance à plus privilégier la 7 jours que la 1 mois, puisque les liquidités sont fraîches.
C'est très rare de rester sur une position avec un gros levier d'une semaine, donc c'est pour ça que tout simplement ici, même analyse sur Ethereum, hein, on voit que toute la valeur a été prise sur les 12 dernières heures en longue. Tous ceux qui avaient longué sur les 12 dernières heures désormais sont liquidés. Ensuite, sur la 7 jours, on est venu prendre ici cette borne, et vous comprenez que c'est la borne des 1005 maintenant qui menace, ou alors tout simplement un retour aux $2000. Et quand on regarde là un mois, et bien, sur là un mois, effectivement, sur Ethereum, on a beaucoup de longueur sur la zone des 1670. Donc, est-ce que Ethereum va dropper plus fort, plus vite, plus loin que Bitcoin, ou alors est-ce qu'on est en train ici d'accumuler dans cette zone des 2400 potentiellement de la valeur, c'est-à-dire que à ce stade, on a tellement latéralisé dans cette zone que potentiellement, on pourrait peut-être se dire que déjà une partie de ces gens-là ont pris profit. 26 avril, ouais, c'est pas extrême, 2 semaines. 2 semaines qu'on est passé dans le jaune dans cette zone ici, et désormais également à peu près 2 semaines. Il s'est passé quelque chose, hein, autour du 13-14 avril, vous avez quelque chose qui se passe. D'ailleurs, si je vous le montre sur la heatmap ici, voilà, là on est en 4 heures. Sur la heatmap, pardon, sur la chart. Si je vous montre où est-ce qu'on est au 13-14 avril à peu près, c'est ça qui m'intéresse. Voilà, quand on regarde le 14 avril ici, on voit que Bitcoin touche son top aux 31 000 $. Finalement, le dollar trouve rebond, puisque là il est inversé, hein, le dollar. Le dollar est ici et Bitcoin est là. Le dollar trouve rebond et du coup repart en latéralisation. On voit également qu'on a un premier top sur le SP500 qui est suivi d'un deuxième top, mais qui lui est plus haut que le précédent, hein, et on voit également que, vous le voyez, 14 avril, le gold finalement commence à tomber et ensuite vient également chercher du monde au-dessus. Donc finalement on a un SP500 qui est venu prendre son top, on a un gold qui est venu prendre son top et Bitcoin ne l'a pas fait. Vous voyez ici que sur le top de 31 000, on est remonté à peine à 30 000 derrière. Donc on avait un bon CPI en avril. La news a été quand même plus ou moins vendue derrière, hein. Ça a permis effectivement quand même, étant donné la demande, on va dire, une price action positive, entre guillemets, une structure positive sur le gold et sur le S&P 500, mais pas du tout sur le Bitcoin, ok. On va aller sur les plus petites time frames désormais, donc on va revenir sur le spot Binance BTC USDT, voilà. On va se mettre d'abord sur la 1 heure. Et du coup, on va traiter la partie, on va dire, scalping. C'est relativement propre au moment où on passe ici, vous le voyez, ce point-là, donc la barre jaune qui est ici, eh bien, on a une accélération jusqu'au point suivant. Ici, on n'arrive pas à le passer, donc il y a un rejet ici dans la zone des 28,2, et puis derrière, il y a ce mouvement de liquidité qui effectivement drop très fort, très vite et très puissamment. On perd pas pour autant ces 2 points-là. Vous comprenez qu'ici, le moment où on considérera qu'on les aura perdus, c'est pas la mèche, c'est réellement une clôture, donc un corps entier de bougies sous ce niveau-là. Mais on a effectivement cette mèche qui est une prise de liquidité qui arrive. Ici, vous voyez, on avait mis en avant cette trend en 1 heure. Et elle est très propre. Finalement, on s'est fait rejeter très exactement par ça. Et derrière, on n'arrive pas réellement à attaquer le pic qui est ici. Ce qu'on voulait attaquer plus fort et plus haut, c'est tout simplement essayer d'aller à l'attaque du pic suivant, et ça n'a pas été le cas. Il y a eu rejet assez fort et derrière on a corrigé assez fortement. Je sais pas s'il y a une mauvaise news sur la crypto, bon, puisque là c'est un mouvement qui s'est mis en place il y a à peu près 30 ou 40 minutes. On est mercredi, voilà, le CPI était au consensus, donc on peut estimer que le CPI a provoqué cette hausse, peut-être trop de longueur, donc un mouvement de liquidité. Est-ce qu'il y a vraiment une news derrière, une régulation ou ce genre de choses qui a été postée et qui est passée là-dessus? J'ai rien vu, je suis allé voir vite fait sur Twitter, etc., ce genre de choses, j'ai rien vu dans ce sens-là. Donc pour moi, pour le moment en tout cas, c'est un mouvement de liquidité qui est en train de se faire tout simplement. Vous voyez très bien que ce niveau a réagi. On clôture dessus d'ailleurs tout pile. Là on est au retest du niveau suivant, donc on a pris la liquidité effectivement sous à peu près toute la structure depuis le 24 avril.
Et même quasiment finalement on a fait un switch on a fait un joli nettoyage de liquidité jusqu'au tout ce qui s'était passé finalement sur la totalité du mois d'avril. Donc là on est sur un plus bas depuis le 31 mai. Question ici, est-ce qu'on est en train d'enfoncer réellement ce point là? Est-ce qu'on le perd vraiment? Donc là pour moi je me baserai sur la 1 heure et je me baserai encore une fois sur une clôture en 1 heure, c'est-à-dire est-ce qu'on est en train de faire ce gros M-top avec perte de la ligne de coup, ou du coup après on va retest et ensuite ça drop, ou alors tout simplement est-ce que on est ici en train de rebondir. Pour moi quand je regarde la liquidité je serais plutôt en tout cas sur l'idée d'un rebond à court terme. Est-ce que réellement on devrait reprendre les 28,3? Oui, pour moi ce mouvement pourrait aller potentiellement à 28,6. Maintenant encore une fois je peux me tromper et je peux bien évidemment ici me dire, mais en tout cas j'ai voilà plutôt l'impression qu'on est en bas de quelque chose que en haut de quelque chose. Troisième chose, on n'est pas venu réellement visiter la trend weekly, donc on pourrait avoir encore jusqu'au 26 en fait, ce qui collerait plutôt pas mal avec la heatmap en une semaine. Aller à 26,3, 26, ça pourrait être quelque chose potentiellement dans les tuyaux. Pour moi, en tout cas, si on perd ces niveaux-là et si on vient percer jusqu'à ces niveaux-là, on est potentiellement sur le fait qu'on laisse gagner tout ce monde-là et que réellement, en fait, on se dirige au niveau des 23 000. Sans y aller nécessairement en ligne droite, mais en tout cas, voilà, si vraiment on perd le niveau, je suis plus du coup dans le scénario d'un rebond. Cela dit, vous le voyez, encore une fois, depuis hier, ici, quand on est passé dans le jaune, eh bien, on a quelque chose à apprendre, sincèrement, ici, au niveau des 28 600, et on a encore et toujours quelque chose à prendre au niveau des 30 500. Donc, peut-être faire un nouveau plus haut serait dans les tuyaux à ce stade. La question, c'est à partir d'où? Et pour moi, la réponse, elle tient au fait, est-ce qu'on a autant de liquidité là, sous le prix que ce qu'on avait quand on a fait le mouvement aux 20 000 $, c'est-à-dire je parle de ce mouvement-là, ici, où on est vraiment venu chasser sous la structure, rebondir assez fortement, et finalement on retend l'élastique dans l'autre sens, c'est-à-dire que est-ce que là, cette chasse sous la structure, elle pourrait éventuellement nous donner, oui, quelque chose comme, quelque part entre 26,2 et 25,2, tout simplement sur l'attaque du creux qui est ici. Donc ça c'est une bonne question à se poser, est-ce qu'on va attaquer ce creux-là désormais, c'est-à-dire vraiment est-ce qu'on va venir tester, est-ce que finalement le point vraiment important il se trouve pas ici, donc encore une fois dans ce creux, dans cette vallée là, ça c'est la première chose. Et deuxième chose, où est la liquidité actuellement? On en a quand même ici dégagé une bonne partie en faisant ce mouvement là, donc voilà, pour moi on est peut-être sur un support qui éventuellement peut nous donner une réaction. On va voir si c'est le cas. Ici, vous le voyez, on avait le même creux, le même support potentiel, et vous voyez qu'on l'a cassé. On est passé en dessous. On est venu retester la trend qui est plus importante, qui est la trend weekly. Du coup, enfin là, je l'ai mise en daily, mais c'est pareil. Du coup, vous voyez ici, en fait, finalement, si on trace les deux trends possibles, on a la weekly qui est là. J'ai un peu mal tracé là. Bon, la weekly qui est à peu près dans la zone où on est, hein, à 1 000 $ près. Et par contre, si on vient... pardon, excusez-moi, c'est la daily. C'est la weekly, ça, oui. Et la daily qui est en dessous encore. Je privilégierais éventuellement un rebond sur la zone par rapport à eh bien, une prise de liquidité plus bas. Pour moi, ce mouvement est quasiment terminé s'il n'est pas déjà fini. Donc on a perdu ce creux majeur là. Pour moi, il n'est pas nécessairement d'aller en dessous de celui-là. En tout cas, pas encore. C'est-à-dire que je privilégierais plutôt un retour ici. Donc finalement, on est dans un range. Hein. Vous comprenez ici qu'on pourrait voir soit ce range-là, potentiellement, soit tout simplement celui-ci, hein, où on a ici une déviation vers le haut, donc à ce moment-là, on sort du range et puis on le réintègre. Vous voyez qu'on essaye ici de rebondir dessus, et finalement, on n'y arrive pas, on le réintègre. Donc ça, c'est la première question. Est-ce qu'on reste dans ce range, ou est-ce qu'on le casse vers le bas? Ou alors, tout simplement, est-ce qu'on fait pas la prise de liquidité en dessous? On a fait celle qui était au-dessus, on a fait la déviation en haut. Est-ce qu'on serait pas en train de faire la déviation en bas? Donc casser ce point, effectivement, rebondir sur les 25,2 pour ensuite venir prendre la liquidité en haut. Pour moi, le risque, et il est relativement fort, c'est tout simplement que la liquidité en haut prenne profit et que donc du coup les market makers ici soient un peu perdants sur ces positions contre lesquelles ils ont joué éventuellement en longue. Donc on va voir ce que vont faire effectivement les market makers à ce stade. On sait qu'ils ont accumulé pas mal en face de chaque contrat, il y a quelqu'un. Ici, vous avez du monde qui a shorté.
Donc du coup, on sait qu'une partie des market makers ici ont accumulé du long. À partir du moment où ici, ils ont absorbé l'offre de tous les longueurs, est-ce que on n'est pas ici sur quelque chose qui pourrait rebondir? En tout cas, personnellement, c'est mon scénario le plus probable, mais bien entendu, on parle ici de probabilité et certainement pas de certitude. Donc, bien entendu, disclaimer comme d'habitude. À partir de là, je pense que j'ai terminé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire, mettre un like, c'est important. Éventuellement venir nous rejoindre sur le Discord, dont le lien est en description de la vidéo. Je suis assez peu disponible sur le Discord en ce moment, tout simplement parce que à côté, je fais pas mal de choses. Donc du coup, je suis pas à la maison et je suis pas quelqu'un qui est extrêmement téléphone. J'ai pour habitude en fin de vidéo de terminer ma vidéo par une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et en l'occurrence, la question du jour, elle sera sur qui c'est qui, chez vous, fait ce que j'appelle moi le Uber Kids, c'est-à-dire celui ou celle qui emmène les enfants à l'école, qui emmène les enfants au sport, etc. Donc Uber Kids. Et en l'occurrence, moi c'est pas moi, c'est ma femme, et je la remercie de faire ça pour moi. J'ai terminé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain pour une nouvelle. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt, ciao.